Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon 17e Facebook Live, deuxième saison, en ce 28 mai 2024, pour évoquer ensemble, comme nous le faisons maintenant depuis 17 mois, l'actualité, surtout répondre à vos questions. Et je vous rappelle que l'objectif de ce Facebook Live, c'est d'être en direct avec celles et ceux qui n'ont pas d'autre possibilité de m'interroger que par cette voie, que cela ne remplace pas d'ailleurs les nombreuses rencontres que nous avons sur le terrain, dans la rue ou dans toutes les réunions que nous animons. Et donc, ce mois-ci encore, nous avons un certain nombre de questions que j'ai découvert il y a 10 minutes. Et je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez, sur direct@alès.fr me poser l'ensemble des questions et bien sûr en direct sur les réseaux et principalement sur Facebook. Alors, que s'est-il passé depuis le mois dernier? Beaucoup de choses. Et il se trouve que les questions que vous me posez en amont résument les principales. Alors je vais attaquer par une question de Guillaume sur Facebook. Bonjour Monsieur Rivinc, je viens vers vous car nous rencontrons un énorme problème. Je suis locataire à la résidence Masclo, en face de l'école des mines située chemin du Viger, et ma belle-fille qui se rend au collège doit, pour prendre son bus, traverser la route et marcher le long de cette route. Or, celle-ci est démunie de passages piétons au niveau de la résidence et de trottoirs. C'est d'autant plus dangereux que les véhicules roulent à vive allure à cet endroit. Nous ne pourrons pas non plus, sans risquer de nous faire écraser par un chauffeur, nous promener pour aller à Saint-Privat ou même sur Alès, que ce soit à pied ou bien même avec nos poussettes. Je ne sais pas si vous lirez ce message ou bien même en tiendrez rigueur, mais je tente ma chance avant qu'un accident mortel ne se produise. Bonne journée. Bon, vous voyez tout d'abord, cher Guillaume, comme toutes les questions, je n'en élude aucune, qu'elles soient sympathiques, difficiles ou sympathiques ou pas sympathiques. Voilà. Alors, effectivement, je vois votre résidence. Alors, je suis totalement conscient, effectivement, que le chemin du Viger, qui est un chemin très ancien, très peu large, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes d'accessibilité. Il se trouve que ce soit sur la partie alésienne ou la partie de Saint-Privat-des-Vieux, énormément de constructions ont été réalisées ces temps-ci avec toutes les problématiques que vous relevez. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre en direct concernant votre problème, si ce n'est bien sûr que dès demain, je vais demander au service de bien vouloir regarder effectivement cette situation, parce qu'il est hors de question de mettre en danger qui que ce soit, et à commencer bien sûr par nos jeunes qui vont à l'école. Toutefois, pour bien connaître ce quartier, comme tous les quartiers d'Alès, vu la largeur de ces routes-là, qui n'étaient pas dimensionnées à l'époque, hein, ces chemins très anciens, il me semble compliqué de créer des trottoirs tout en gardant la distance minimale pour circuler à double sens, y compris les bus, puisque vous n'êtes pas très loin du dépôt d'Alésie. Donc les bus circulent sur cette voie, et donc nous allons faire en sorte d'essayer de remédier à ce problème qui effectivement est important. J'en profite pour vous dire que avec le SMTBA, le syndicat mixte des transports que je préside, nous investissons chaque année beaucoup d'argent pour essayer de sécuriser les très nombreux arrêts sur l'ensemble du territoire du SMTBA, donc notamment de l'agglomération. C'est un gros budget et avec le département parfois, sur les routes départementales, nous essayons dès que c'est possible, et il y a des normes, on ne peut pas faire n'importe quoi, créer justement, sécuriser tous ces arrêts. Et j'avoue qu'ils sont encore nombreux à ne pas l'être. Mais c'est lié aussi au développement de notre belle ville, qui, depuis quelque temps, vous le savez, accueille de plus en plus de personnes, hein, je le dis assez régulièrement et je le redis ce soir, c'est 1000 personnes de plus chaque année qui viennent s'installer sur la belle ville d'Alès. 1000 personnes, 5000 personnes, j'arrondis ces 5 dernières années, c'est 2500 logements supplémentaires à la fois qu'il faut créer ou rénover hein, en cœur de ville, avec les aides que nous apportons à la rénovation des cœurs de ville. Et du coup, tous ces problèmes, on va dire, connexes se créent, notamment en matière de mobilité, en matière de sécurité. Sachez que nous investissons chaque année avec les moyens qui sont les nôtres pour essayer de régler au plus tôt tous les problèmes. On ne pourra pas tout régler d'un coup, je ne vais pas vous mentir, il faudrait des millions et des millions d'euros, mais petit à petit ça va être fait, mais je regarderai précisément votre problème et les services vous apporteront une réponse.
Alors, Amélie sur Facebook, bonsoir monsieur. Je trouve très intéressant le jeu que vous avez mis en place pour le tri sélectif. J'ai participé et j'espère être tiré au sort. Ah, nous verrons bien. Je m'interroge cependant sur quelque chose, notamment pour les personnes qui sont réfractaires à trier leurs déchets et celles qui se disent que tout au final dans le même camion. Donc pourquoi se faire c'est trois petites étoiles, je pense. Voilà, tout le monde comprend le mot. Y a-t-il assez de containers de chaque tri pour que ce soit facile pour chacun de faire l'effort? Merci de ne pas avoir choisi la taxe incitative. Prendre les gens à rebrousse-poil est rarement une bonne solution. Ben écoutez, merci Amélie pour votre question. Ça me donne l'occasion une nouvelle fois. C'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est un sujet récurrent qui est très très important, à la fois bien sûr pour l'environnement, mais aussi pour nos finances publiques. Alors, pour répondre à vos questions, effectivement, je vais le faire peut-être dans le désordre sur la taxe incitative. Je n'ai pas fait ce choix. Effectivement, pourquoi? Parce que c'est très compliqué à la fois à mettre en place, et puis c'est aussi la possibilité pour certains de frauder, entre guillemets, sous cette taxe incitative, et donc ça ne règle pas obligatoirement les problèmes. D'ailleurs, nos voisins et amis de Bagnoles l'ont mis en place, et je suis très en observation sur les résultats et l'évaluation de ce dispositif. Et bien sûr, comme toute chose, ça pourra évoluer en fonction des résultats concrets. Concernant effectivement le fait de ne pas prendre les gens à rebrousse-poil, c'est vraiment l'idée que j'ai souhaité dans la nouvelle campagne de communication, le justetri.fr, dans les petits films un peu humoristiques que nous faisons avec le service communication de l'agglomération et que nous diffusons sur les réseaux sociaux chaque mois, donc qui sont, je trouve, pour ma part, très très bien faits, avec très très peu de moyens, mais avec une grande implication des services de l'agglomération. Mais tout ça pour faire prendre conscience de l'importance du tri. Alors, je veux vous rassurer une nouvelle fois, et j'espère que enfin tout le monde va l'entendre. Non, ce n'est pas vrai que nous mélangeons à l'issue les ordures ménagères résiduelles et le tri sélectif que chacun d'entre nous fait à sa maison. Ça, c'est faux. C'était peut-être vrai il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, à tel point d'ailleurs que nous recevons des aides financières de la part des éco-organismes. Vous savez, en fait, ils reversent ce que nous payons toutes et tous dans les écotaxes que nous payons quand nous achetons des produits. Nous payons une taxe qui est collectée au niveau national et qui est distribuée aux éco-organismes, qu'ils reversent en fonction de la performance justement de tri. Donc non, on ne remélange pas tout, il faut que tout le monde l'entende, mais qu'au contraire, nous avons intérêt à trier pour plein de raisons. D'une part, une fois de plus, ça protège notre environnement, et deuxièmement, écoutez, ça nous apporte des recettes supplémentaires qui diminuent donc le coût final du traitement des ordures ménagères qui coûte chaque année près de 25 millions d'euros. Ramassage, traitement, c'est énorme. C'est énorme et parallèlement, vous savez que vous savez pas que je préside l'entente départementale, c'est-à-dire l'ensemble des EPCI du Gard qui travaillent ensemble justement à essayer de trouver des solutions pour gérer à court, moyen et long terme nos déchets, parce que c'est très compliqué aujourd'hui, puisque beaucoup de systèmes ne sont plus aux normes, beaucoup de contraintes, beaucoup de réglementations sont mises en place, et donc il va falloir toujours plus avancer. Et quand on se compare, je le dirai peut-être pour d'autres sujets qui nous réunissent ce soir, mais écoutez, on se rassure, puisque nous, le coût de traitement à la tonne est très inférieur à ce qu'on peut rencontrer chez des voisins, que je ne citerai bien sûr pas, du fait, nous, d'avoir créé en son temps le centre de tri mécanobiologique à Salindre, même si ce centre, dans les prochaines années, n'aura plus le droit de citer, d'après l'évolution de la réglementation, là aussi, vous savez, je le dis souvent, ma colère vis-à-vis de nos gouvernants, qui nous incitent il y a 20 ans de mettre en place ce centre de tri et de compostage à Salindre, et qui aujourd'hui nous disent que le compost, on ne peut plus en faire en 2027. Et donc il va falloir, et pas plus tard que cet après-midi, j'avais une réunion avec les EPCI voisins, à réfléchir à l'avenir du traitement de nos déchets. Et ce traitement de nos déchets sera d'autant plus simple que chacun d'entre nous, au quotidien, chez soi, fera un tri de qualité. À la fois, bien sûr, les biodéchets, je le redis, depuis le 1er janvier dernier, la loi française, pas la loi d'Alès Agglomération, nous oblige à traiter nous-mêmes les biodéchets, c'est-à-dire les déchets issus
les déchets ménagers issus des repas, tout simplement, donc avec un éco-compostage, enfin avec plein de possibilités, notamment pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de jardin dans lequel on peut mettre un éco-composteur que nous mettons à disposition à l'agglomération, à travers aussi les éco-composteurs de quartier qui sont en train de se développer pour celles et ceux qui n'ont pas de bout de jardin. Donc tout ça, c'est une obligation. Le tri, c'est une obligation aussi. Hein. Les emballages, le fameux sac jaune ou le bac jaune, c'est une obligation. Bien sûr, le verre, ça, c'est quelque chose de plus ancien, qui est mieux réalisé, encore qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Les cartons bruns qui sont à mettre dans des colonnes que nous avons développées, les cartonnettes, le papier qui sont à mettre dans une autre colonne. Oui, tout ça est très compliqué, j'en conviens, y compris les déchets verts lorsque nous entretenons nos jardins, et c'est d'actualité aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Tout ça doit être traité séparativement, et nous traitons sépaраtivement. C'est des ramassages, c'est des centres de traitement, de stockage, puisque l'objectif, vous le savez, de la législation, qu'on peut tous partager, c'est de mettre le minimum de nos déchets en décharge à la fin, sachant que sur le territoire de l'agglomération d'Alès, nous produisons chaque année 42 000 tonnes exactement, pardon, d'ordures ménagères, plus 40 000 tonnes de déchets, on va dire, dans les déchetteries, 40 000 tonnes, pardon. Oui, plus 40 000 tonnes, oui, c'est ça, de déchets dans les déchetteries. Tout ça, c'est 90 000 tonnes chaque année produits par les 150 000 habitants du territoire. Donc c'est beaucoup de tonnes de déchets qu'il nous faut traiter au moindre coût. Et plus on sera efficace, je le dis, je le répète, c'est pour embêter personne. Moi-même, je m'astreins à le faire. C'est pas toujours très simple. Il faut plusieurs poubelles à sa maison. Toutes les maisons n'ont pas la possibilité d'avoir plusieurs poubelles. Voilà, mais il faut faire cet effort. Voilà. Et enfin, vous posez aussi dans votre question beaucoup de choses sur y a-t-il assez de colonnes? Peut-être qu'il n'y en a-t-il pas assez encore. Je vous rappelle que nous avons mis en place un plan de déchets sur plusieurs années, c'est 12 millions d'euros. Vous entendez, 12 millions d'euros que nous allons investir à la fois dans les nouvelles déchetteries, ce qu'on appelle maintenant les centres de tri multiflux, qui ont pour objectif, comme celui que nous avons ouvert au Salles du Gardon, qui est magnifique, qui permet d'ailleurs d'améliorer considérablement les apports de chacun d'entre nous. Il y aura demain à Saint-Hilaire-de-Bretmas, à côté de la casse de Chérugère, pour ceux qui la connaissent, donc un nouveau centre de tri multiflux à la place, en lieu et place de celui du Mas d'Ours, qui est obsolète complètement et qui est très compliqué à obtenir. Voilà, donc entre tout ça, il nous faut tous continuer à faire des efforts. Je le dis chaque fois et je le redis, mettre 25 millions d'euros chaque année à la poubelle, c'est-à-dire c'est pas du tout productif, c'est-à-dire qu'on jette 25 millions d'euros de nos impôts à la poubelle, ben, c'est assez déroutant, alors qu'on pourrait tous, collectivement, avec beaucoup d'efforts, économiser beaucoup d'argent. Et cet argent, je me suis engagé, ben, je le rendrai pour partie dans la TOM que nous payons, dans ces taxes d'enlèvement des ordures ménagères que nous payons sur notre taxe foncière, et qui ne couvre que 82% des charges des ordures ménagères. Et surtout, ces économies ben, vont nous permettre de faire plus avec notre argent. Vous savez que l'argent dans les collectivités est de plus en plus rare. Le gouvernement, comme ses prédécesseurs, diminue les dotations aux collectivités, et ça crée pour nous, dans les politiques publiques, de plus en plus de difficultés. Vous savez que nous avons décidé avec le maire d'Alès, que ce soit la ville d'Alès et que l'agglomération d'Alès, je ne parle pas au nom des autres maires des communes, mais je crois que 99% d'entre eux ont décidé la même chose, de ne pas augmenter les impôts cette année ni l'année précédente. C'est un tour de force que nous réalisons, puisque j'ai expliqué lors des votes des budgets de la ville d'Alès et de l'agglomération d'Alès, aujourd'hui, par les contraintes de l'État, à périmètre de politique publique identique, nous avons des dépenses qui augmentent de façon très supérieure aux recettes de l'État et aux recettes fiscales. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'effet levier, c'est-à-dire quand vous avez l'augmentation des dépenses contraintes qui augmente plus vite que l'augmentation des recettes, eh bien écoutez, cet écart-là, eh bien c'est de l'argent en moins pour mener les politiques publiques. Il nous faut donc chaque année, et je veux tirer un coup de chapeau à tous les services de la ville et de l'agglo, qui font des efforts chaque année pour économiser de l'argent public pour maintenir les services publics. Je vous l'ai dit, je le redis, le choix politique que nous avons fait depuis de nombreuses années sur ce territoire et que nous voulons continuer à faire pour les prochaines années, c'est un maintien de la fiscalité, un maintien des politiques publiques, un maintien de l'investissement nécessaire
quand vous construisez un ALSH, quand vous construisez une crèche, quand vous construisez une zone d'activité économique, quand vous aménagez les arrêts de bus, quand vous créez des outils pour gérer nos ordures ménagères, quand vous créez quand vous rénovez le cratère, quand vous rénovez le marché de l'abbaye, quand vous refaites les routes, c'est de l'argent investi l'investissement, ça crée de la richesse, ça améliore la qualité de vie et ça crée de l'emploi parce qu'à chaque fois, il y a des entreprises qui viennent travailler, qui emploient des salariés et donc c'est un cercle vertueux que seules les collectivités locales mettent en œuvre, puisque l'État, de son côté, vous le savez, emprunte chaque année pour le fonctionnement. Et oui, au mois d'août, pour payer les fonctionnaires de l'État, il faut emprunter de l'argent. Nous, dans les collectivités locales, l'argent qui est emprunté sert juste à investir, pas à payer le fonctionnement. Les gens ne comprennent pas toujours ce mécanisme d'ailleurs, qui est la loi. On n'a pas le droit, et c'est une bonne chose, ça évite de rajouter du déficit au déficit de l'État, mais il nous faut cette capacité à investir pour faciliter et améliorer toujours la vie de nos territoires. Voilà, on est parti des ordures ménagères, j'en arrive aux problèmes financiers, mais tout est intimement lié, effectivement. Et donc, voilà, mais j'ai cru apercevoir une autre question sur les déchets, mais bon, comme je prends à la suite, à la queue leu, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, Anne-Lise, sur Facebook, bonsoir, j'ai constaté que de nombreux bus ne fonctionnaient que pendant les périodes scolaires. C'est dommage, c'est très pénalisant pour les autres. Est-ce qu'une augmentation des lignes est à l'étude? Alors Annie, je crois d'ailleurs avoir déjà répondu, mais c'est pas grave du tout, au contraire, à cette question, un précédent Facebook Live, il m'arrive d'en parler. Alors oui, d'un côté, vous avez raison, il y a des lignes aujourd'hui qui sont beaucoup plus denses pendant les périodes scolaires, puisque les réseaux de transport urbain, qu'on le veuille ou non, dans les territoires à taille humaine comme le nôtre, sont principalement dimensionnés pour les élèves, pour qu'ils puissent aller au collège, puis au lycée. C'est ça, la base des réseaux de transport collectifs en commun sur les réseaux comme les nôtres sont créés avant toute chose pour les jeunes étudiants, collégiens ou lycéens, ou parfois d'ailleurs dans les petites communes qui n'ont pas d'école, pour les élèves de primaire, voire de maternelle, ça arrive aussi, transportés dans nos bus. Pour autant, le réseau de transport aujourd'hui a été considérablement développé, et je l'ai considérablement développé ces dernières années en créant des lignes nouvelles, en créant des densités supérieures sur les lignes, et en essayant effectivement au maximum de maintenir des lignes de bus pendant les vacances scolaires, pour permettre d'ailleurs aux jeunes de faire autre chose que d'aller à l'école, mais aux moins jeunes aussi, de continuer à pouvoir se déplacer. On ne peut pas le faire partout. Vous savez, le transport scolaire, le syndicat de transport, c'est 16 millions d'euros chaque année. Ces recettes proviennent de l'agglomération via le versement transport payé par les entreprises qui payent ce versement transport pour celles qui comptent plus de 11 salariés en CDI. C'est une taxe qu'a fixée l'État, enfin, c'est l'URSSAF qui prélève ça auprès des entreprises, la région qui est notre partenaire, et on arrive avec ça, sans augmenter les impôts, à maintenir un service de qualité. Nous avons densifié énormément, notamment sur la périurbanité et sur la ville d'Alès. C'est principalement là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là que les plus gros besoins en matière de transport du quotidien se font jour, sur la ville d'Alès, sur la périurbanité. Mais nous n'oublions pas bien sûr la ruralité, mais où il y a moins de besoins et moins d'attentes. C'est pour ça, entre autres, que nous avons développé, ce qui commence à bien marcher d'ailleurs. J'étais un peu inquiet l'année dernière à la même époque, le covoiturage qui commence à prendre ses marques et qui commence à prendre son envol. D'ailleurs, cette année, d'après les chiffres, nous avons la plus forte progression aujourd'hui des territoires de notre taille en France, d'après notre opérateur, de ce covoiturage public. Allez-y en covoiturage. Je vous rappelle que vous allez sur l'application Allez-y que vous téléchargez sur vos smartphones et vous pourrez avoir accès à tout cela. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'inaugurerai dans quelques jours des nouveautés, notamment en matière de billettique, avec la création du M-Ticket, de la e-boutique, c'est-à-dire qu'on pourra en ligne réserver son ticket, qu'il soit à l'unité, ses carnets de tickets, ses abonnements, et on pourra avec son smartphone, en rentrant dans les bus, pouvoir directement valider son transport. C'est une avancée pour beaucoup, hein, puisqu'on sait que
nous vivons beaucoup, qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse plaisir ou pas, avec nos smartphones, pour ceux qui en ont. Je rassure tout le monde, le ticket papier pour exister, puis les abonnements avec la carte qui peut être achetée bien sûr à la boutique Allez-y et qui nous permet de prendre le bus. C'est vrai que, je le dis aussi, plus nous utiliserons les transports en commun, plus nous utiliserons les bus, et plus aujourd'hui, eh ben, j'aurai les moyens, entre guillemets, et l'envie de développer ces réseaux. Vous savez, je suis un grand défenseur des transports en commun. Je pense que ça participe à la qualité de la vie, ça participe à la protection de notre environnement. Donc j'ai l'envie, pour ma part, de développer ces transports en commun. J'ai beaucoup développé avec le covoiturage, j'ai beaucoup développé avec Allez-y en vélo, pour celles et ceux qui sont à proximité, avec Allez-y en covoiturage, je viens de le dire, et puis les réseaux de bus. Donc voilà, on essaie vraiment de développer tout ça, même si dans notre ville, vous la connaissez, et je parle d'Alès parce que c'est la ville où convergent tous ces transports, par la force des choses. C'est vrai que les axes, leur largeur, ne nous permettent pas de faire des tramways, de faire des lignes de bus spécifiques à part à quelques endroits. Et donc, c'est vrai on ne peut pas effectivement, malheureusement, faire tout ce qu'on peut voir dans les plus grandes métropoles. Déjà, on n'en a pas les moyens. Ensuite, ce qui est demandé comme prix du ticket pour celles et ceux qui le payent, et je rappelle, ça pèse moins de 10%, exactement 10% d'ailleurs, 10,1% des dépenses globales. Ça veut dire que quand on prend le bus, on paye 10% du coût de son transport en bus. Pour 10 euros dépensés, ça nous coûte 1 euro. D'accord? Donc les 9 euros qui restent, et ça il faut l'entendre aussi parce qu'on parle souvent de gratuité, de choses comme ça, gratuit n'existe pas. Il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Donc ces 9 euros, c'est payé par les collectivités, par les entreprises, effectivement, et l'usager ne paye lui, je ne parle pas pour les scolaires, hein, puisqu'ils sont transportés gratuitement contre l'achat d'une carte à l'année, c'est transport illimité gratuit, hein, c'est l'un des seuls territoires qui le fait, je rappelle. Ailleurs, il y a la gratuité aussi, mais pour un aller-retour par jour. Là, chez nous, c'est gratuit autant de fois qu'on le veut toute la journée. Mais pour le reste, je rappelle que c'est moins de 10%, enfin 10% du coût du transport. Et puis enfin, vous savez que j'ai beaucoup d'appétence pour le vélo, hein, pour moi-même me déplacer en ville en vélo, c'est tellement bien pour ceux qui en ont la capacité physique et surtout avec ce printemps qui démarre enfin, de se déplacer en vélo sur les courts trajets. Il y a quand même des pistes cyclables, pas en nombre suffisant, mais il y en a quand même qui nous permettent d'être en sécurité. Donc nous avons un plan vélo. J'attends les validations de l'État encore. J'ai un peu râlé la semaine dernière auprès des services de l'État puisqu'ils nous ont promis des subventions au niveau national et pour l'instant on ne les voit pas venir, mais de toute façon on va développer autour d'Alès en étoile des réseaux de voies cyclables. Donc le vélo, il est facile, utilisons le vélo quand on en a la capacité physique, il faut le faire. Le covoiturage, c'est pratique sur toutes ces lignes de transport. Et le bus, il y a quand même beaucoup plus, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, on avait beaucoup moins de bus, y compris les navettes gratuites en centre-ville d'Alès. Voilà, tout ça, ça se développe considérablement. Et puis, dans quelques jours, je vais aussi inaugurer, pour ceux qui sont en vélo, j'allais l'oublier, vous voyez, des box sécurisées. Donc, on a acheté dans une belle entreprise Citinox, bien connue sur Alès, des box vélos où on va les déployer en ville. C'est des endroits totalement sécurisés dans lesquels on pourra mettre son vélo, on l'attachera, on fermera avec un système de code et on est la seule personne qui pourra aller rouvrir ce parc à vélo individuel pour pouvoir avoir son vélo en sécurité. Je sais que c'est une des préoccupations des gens, c'est pour ça qu'au quotidien vous me le dites, pour ça que j'ai décidé d'investir dans ce système de sécurisation parce que beaucoup ont peur de se faire piquer le vélo, comme on dit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se dérobe assez facilement, donc on va essayer de vous offrir la possibilité de les mettre en sécurité. Je travaille aussi pour qu'on puisse les garer dans les parkings de structures. Tout ça est en train de se mettre en place. Parfois pas assez vite, je suis d'accord, mais vous savez, tout prend un temps de dingue. Hein, l'administration est pas toujours très souple. Je continue. J'essaie de regarder l'heure, il est 19h24 avec toutes les questions. Lionel Chassant sur Facebook, né à Alès, Lozérien maintenant, bravo aux équipes et à la municipalité, ce que vous faites. Alès est devenue une jolie ville, continuez ainsi. Oh ben merci Lionel. Bon, j'ai pas plus à dire. Vous dites ça, ben écoutez, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir de temps en temps quelques compliments. Ça nous pousse à essayer d'être toujours être meilleur. Pierre Pesanti sur Facebook, continuez ainsi dans votre attitude et vos projets pour qu'Alès et l'aglo évoluent vers le meilleur et les citoyens soient plus heureux sur ce beau territoire. C'est drôle, ben merci Pierre. Décidément, c'est assez
C'est toujours agréable. Merci à vous pour ces compliments. On va essayer de continuer à vous être agréable. Jean-Pierre sur Facebook. Monsieur Rivin, j'ai cru comprendre qu'il y avait une taxe de prélèvement des ordures pour les vacanciers. Est-ce vrai? Je viens depuis plusieurs années en vacances dans vos belles Cévennes. Quelle belle région, bravo. Alors, Jean-Pierre, voilà, j'ai bien le sentiment qu'il y avait une autre question sur les ordures. Alors non, les touristes ne payent pas une taxe spéciale. Par contre, les campings nombreux qui sont sur notre beau territoire, ont une taxe spéciale, mais cette taxe spéciale est très basse. Je crois qu'on était à 25 euros l'emplacement, voilà, alors que globalement, ça nous coûte à peu près chaque emplacement de camping 140 euros par an. Voilà. Donc c'est pas comme, complètement normal. C'est-à-dire au même titre qu'il y a une taxe de séjour, je souhaite que je suis en discussion avec les campings, qu'ils le comprennent bien, d'autant que je leur demande pas à eux de payer. Mais les touristes qui viennent passer une semaine chez nous, qui vont laisser leur détritus, qu'il va nous falloir qu'ils traitent, et ben, il va falloir qu'ils payent une petite taxe. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas très cher, ça reviendra à 1 euro par jour pour les touristes, voilà, mais cette taxe, ben, elle va nous permettre justement de ne pas faire supporter aux contribuables local les déchets laissés par les touristes que nous aimons beaucoup et que nous voulons aller, mais leur faire payer un petit peu, c'est nous faire économiser beaucoup. Donc c'est une négociation, ça va être mis en place cette année, on va augmenter donc le prix en fonction du coût réel de ce que nous coûte le ramassage, le traitement des ordures ménagères des campings. Voilà, c'est la seule taxe aujourd'hui qu'il est prévu de faire et d'augmenter. Mais voilà, alors pour l'anecdote, la dernière fois que je me suis rendu à Paris pour un rendez-vous avec une ministre, à l'hôtel, j'ai payé, entendez-vous bien, 8,50 € de taxes de séjour. 8,50 €. Truc de dingue, un truc de dingue. Ça veut dire que quand vous avez une chambre d'hôtel à 100 euros, ça fait quasiment 8%. 8% qui va à la taxe de séjour à la ville de Paris. Bon, alors, je ne sais pas si c'est lié au JO. Ben, nous, on est très très loin de tout ça, mais cette taxe, effectivement, les touristes payent une taxe de séjour parce qu'ils utilisent le service public local et c'est normal qu'ils participent. Nous, on n'est pas loin, on n'est pas à ça du tout, du tout. Nous, on est à 1,50 € maximum suivant les emplacements. Mais enfin, là, 8 euros, je trouve que franchement, ça fait cher. Mais enfin, bon, effectivement, à Paris, effectivement, les gens qui y viennent, ils s'en fichent. Il y a même des villes dans le monde où on paye juste pour la visiter. Hein. Voilà, nous, c'est pas le cas. Alors, c'est sûr qu'on ferait payer tous les touristes qui viennent sur Alès, ça nous fera un peu d'argent, mais c'est pas d'actualité, je vous rassure. Alors, Evelyne Rougier sur Facebook, la rue de la Glacière est pourvue d'un panneau au sens unique qui n'est pas respecté. Des voitures descendent de la rue du parking du lycée Bellevue, montent sur le trottoir, passent par la baraque à frites, j'espère qu'ils passent pas à travers, hein, et coupe par les voies de bus de collège. C'est pas bien. Le soir, la nuit, c'est devenu régulier. Il serait bon d'y installer des blocs de PR. Merci de prendre conscience des nuisances que vont s'amplifier à l'approche des congés scolaires, sachant que le parking sert de rassemblement de voitures avec ceux d'enfants. Oui, ça, c'est vrai que j'avoue, franchement, on essaie avec la police municipale de lutter contre ça, mais on peut pas être partout. Alors, effectivement, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Donc, je vais demander au service d'essayer de trouver des systèmes pour faire en sorte que justement, si on a coupé cette possibilité de circulation, c'est pour éviter déjà devant les lycées, le collège d'Audet, voilà, qu'il y ait des voitures qui roulent trop vite, trop de circulation pour protéger la sécurité de nos collégiens, de nos lycéens. Donc écoutez, je vais regarder cette demande et vous serez informé de ce qu'on pourra faire pour ça. Alors, je suis pas sûr que ce soit des blocs de pierre, parce que c'est pas très très joli, puis ça peut être dangereux aussi. On fait le zazou dessus, mais il y aura peut-être des solutions pour éviter cela. Romain sur Facebook, il y a le problème des médecins généralistes, point d'interrogation, ça c'est pas un problème, point d'interrogation, il faudrait se pencher aussi sur ce problème-là, car sur Alès, pas moins de 6 docteurs prennent leur retraite, pas de remplacement et les élus ne font rien. Ah, bon, voyez là, c'est moins sympathique. Hein. Alors, plusieurs réponses. Alors oui, effectivement, il y a un problème ici comme ailleurs. Hein, alors, ça ne rassure pas de dire ça, mais ça veut dire que ce n'est pas un problème stricto sensu alésien, sinon on le réglerait facilement sur la démographie médicale. C'est pas un problème nouveau. Dire que les élus font rien, je crois pas qu'on puisse dire ça. En tout cas, pour ma part, vous savez que j'ai mis en place des états généraux de la santé sur Alès, dont l'objectif justement est d'essayer de trouver des solutions innovantes et ingénieuses pour essayer de répondre à cette problématique. Alors des choses ont été décidées, puisque j'en ai fait le retour lors de la conclusion des états généraux en décembre dernier au Cratère, en présence du ministre
de la santé de l'époque, mon ami Aurélien Rousseau, beaucoup de propositions, bien sûr, émanant des professionnels de santé, médecins, infirmiers, centres hospitaliers, cliniques Bonnefond, ostéopathes, kinés, dentistes, pharmaciens, enfin l'ensemble des personnes qui ont participé. C'est plus de 1000 personnes qui ont participé à cet état général, y compris la population que j'avais souhaité interroger par Internet. Et effectivement, des choses sont mises en place, notamment, par exemple, où vont l'être. Parce qu'il faut, vous le savez, dans ce secteur comme dans d'autres, avoir les autorisations des tutelles. Et donc il y a l'ARS, il y a la CEPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, donc l'État, on va dire, qui doit nous autoriser, on ne peut pas sortir d'un cadre. Voilà. Et donc il y a des choses pour lesquelles nous avons obtenu des dérogations et de l'argent, comme ce centre de soins de premier recours avec Dr Salanova qui a ouvert à côté de Bonnefond, comme un certain nombre de bus santé qui va sillonner la campagne avec nos amis de Filieris, comme effectivement le soin de pédiatrie, de premier recours pédiatrique pour essayer de répondre à ce manque de médecins. Donc voilà, beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. J'ai mis en place un comité de pilotage des soins non programmés de premier recours dans lequel nous nous rencontrons, nous sommes une quinzaine autour de la table, l'ensemble des acteurs du soin sur Alès, et nous sommes en train justement par une nouvelle organisation d'essayer de pouvoir répondre au mieux aux patients. D'accord. Le problème est à la fois très complexe et très simple. Aujourd'hui, nous avons à peu près 10 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc ces personnes, en cas de problème, sont obligées de trouver des solutions. Et je les comprends tout à fait. Donc on va aux urgences à l'hôpital, et ça, il faut éviter, à la maison médicale de garde qui existe, où on fait le forcing auprès de médecins pour essayer d'être pris. Ou on fait le forcing pour essayer d'avoir un médecin traitant. Donc l'idée, c'est de proposer pour ces personnes-là un lieu en dehors des urgences, lorsque ce n'est pas urgent, pour pouvoir, ce qu'on appelle les soins non programmés, au premier recours, pour pouvoir être accueillis, médecin traitant ou pas. Pour ce faire, on va mobiliser les médecins. C'est en cours. On va mobiliser aussi peut-être, je l'espère, et là c'est ce que je souhaite, je ne sais pas si on sera autorisé, quelques médecins à la retraite qui sont prêts à donner une demi-journée par semaine, une journée par semaine, quelques heures, pour venir compléter l'offre médicale. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le centre hospitalier. J'aurai l'occasion dans quelques jours, avec le nouveau directeur Christian Cataldo, qui est arrivé début mai, qui a fait un travail déjà considérable au centre hospitalier, d'annoncer toutes les bonnes nouvelles. On va réouvrir le SSR qui était fermé. On va réouvrir le SSR éducation qui était fermé. On a aujourd'hui une dizaine de médecins qui vont rejoindre l'hôpital. Donc il y aura plus de 180 médecins. On a trouvé des urgentistes, ce qui nous assure, et c'est pas neutre ce que je dis, qui nous assure au moins déjà pour les prochains mois, parce que voilà, de ne pas avoir à fermer ou à restreindre les urgences au centre hospitalier. Oui, nous sommes bien pourvus parce que l'hôpital d'Alès attire. Et puis, je vous l'ai peut-être dit, nous accueillerons avec Max Roustan dans quelques jours une trentaine d'internes qui ont choisi l'hôpital d'Alès, et ça c'est une nouveauté aussi, c'est grâce là aussi entre autres à la communauté médicale et aux élus que nous sommes. Nous avons attiré aujourd'hui auprès des universités de médecine, une trentaine de ces internes qui vont venir faire leur internat à l'hôpital, et ces internes sur lesquels nous allons travailler à les convaincre de s'installer une fois médecin, de pouvoir s'installer à Alès. Ça, c'est du job, vous voyez, et nous allons les recevoir, nous allons leur faire visiter la ville, nous allons les aider éventuellement à s'installer, eux, leurs conjoints, nous allons leur expliquer la qualité de la vie sur Alès, qui est bien meilleure qu'ailleurs, et donc on va essayer de les convaincre. Imaginez que nous arrivions, ne serait-ce qu'à maintenir la moitié de ces internes demain sur Alès. Alors certains, je ne vous rassure pas, on savent déjà où ils vont aller s'installer après. Mais le fait qu'ils viennent à Alès, ça nous laisse quelques longs mois pour essayer de les convaincre. Donc ça aussi, et donc nous travaillons, c'est pour ça que nous communiquons auprès des universités, nous allons chasser, comme on dit, ces internes pour qu'ils viennent s'installer. Et puis nous travaillons aussi avec Filieris, avec la clinique Bonnefond, pour faire en sorte de maintenir cette offre médicale. Donc oui, il y a un problème, ici comme ailleurs. Non, nous ne faisons pas rien. Oui, nous y travaillons, et je peux vous garantir que les résultats commencent à se faire sentir. Il reste encore beaucoup à faire, on n'est pas naïf, je ne suis pas béni oui pour dire ouais, tout va bien ici dans le meilleur des mondes. Non, non, mais je suis très réaliste, et voilà, j'ai des bons signaux, et je vous en parlerai. On aura l'occasion avec le directeur de centre hospitalier de faire une conférence de presse dans quelques jours pour annoncer déjà ce centre hospitalier, qui est le centre de notre système de santé, tout ce qui se passe. Alex par mail, bonjour monsieur, on parle depuis quelque temps de la contamination de l'eau par les PFAS ou les TFA, d'abord chez nous, ce qui m'a interpellé, mais maintenant c'est partout.
pour le commun des mortels, c'est un peu nébuleux. Que doit-on déduire? Qu'il faut arrêter de boire de l'eau au robinet? Quelqu'un a-t-il testé l'eau des bouteilles? Doit-on arrêter simplement de boire de l'eau? Merci et bonne journée. Ah, cher Alex, quelle heure il est? 34. Je vais essayer d'être court. C'est un sujet important et éminemment compliqué dont vous parlez. D'autant que ce matin, Midi Libre a fait une grande enquête en Midi-Région sur ce qu'on appelle les TF1. Alors, rapidement, je vais essayer d'être rapide et surtout et très précis. Les PFAS. Les PFAS, c'est des perchlorfluoro. Bref, ce sont des molécules, j'ai un trou mais ça va me revenir, alkylées, pardon. Perchlorfluoroalkylées, c'est quoi? Ce sont des molécules créées par la chimie, des molécules qui sont créées et qui permettent d'être, comment dire, dans la vie de tous les jours. Je prends des exemples, les batteries de voiture, les mousses anti-feu, certains médicaments anticancéreux, beaucoup de médicaments, aussi les pesticides hein, pour l'agriculture. Enfin voilà, c'est excusez-moi, polyfluoroalkylés, voilà, j'ai réussi à le dire, sont présents dans notre vie de tous les jours. Et ce sont des créations, d'accord? Il y en a 4800. Tous les organismes de santé, écoutez bien ça, d'Europe, hein, c'est en Europe que ça s'est fait, ont décidé de mettre une vingtaine de ces PFAS, hein, comme on dit, sur une liste comment dire, de substances dangereuses. D'accord? Ça, c'est le fruit d'études médicales faites par ces instituts, par ces États, par ces universités. Ce qui veut dire globalement que sur les autres PFAS aujourd'hui, il n'y a pas de résultat qui permettrait, et je prends beaucoup de guillemets en disant ça, je suis le porte-parole de personne, j'essaie de vous dire en l'état actuel où en est la science et où en est la réglementation. Ces autres PFAS ne font pas pour l'instant l'objet comment dire, de signalement. Donc en 2026, ces fameux 20 PFAS globalement, devront être recherchés notamment dans l'eau potable, ne devront pas dépasser une certaine norme, c'est-à-dire quand on additionne tous ces 20 PFAS, ça ne devrait pas dépasser 100 nanogrammes. Nanogramme, c'est 1 milliardième de litre, hein, c'est ça que ça veut dire, par litre. Donc c'est une quantité quand même infinitésimale. Comme un nanogramme, si vous voulez, pour vous donner cette idée, c'est un morceau de sucre dilué dans 8 piscines olympiques. Voilà ce que c'est un nanogramme. Hein. Donc de toute façon, si vous mettez même des substances très dangereuses dans ça, c'est quand même compliqué. Vous mettez, je sais pas moi, du cyanure, un nanogramme de cyanure 2, vous pouvez boire l'eau, ça vous fera rien du tout. Ok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais ça ne veut pas dire. Donc ça, c'est limité, c'est 20 PFAS. Voilà. Là, sans attendre 2026 et sans attendre même ce qui a été dit sur Salin il y a quelques mois, et contre lequel qui m'avait mis assez en colère d'ailleurs, j'avais lancé déjà l'étude sur l'ensemble de l'agglomération, l'ensemble des pompages de l'agglomération, plus de 70 pompages, les études pour trouver ces PFAS. Sur aucun, entendez-moi bien, sur aucun de ces réservoirs d'eau, de ces pompages, nous avons trouvé de PFAS parmi ces 20 PFAS. Aucun. D'accord? Ça veut dire que l'eau distribuée sur l'ALS agglomération est totalement conforme à la réglementation actuelle, y compris ces fameux 20 PFAS qu'il va falloir rechercher et traiter. Reste le cas du TFA, qui est un PFAS. Le TFA est un produit qui est fait à Saint-Lindre en France. Et le TFA, globalement, et je vous livre là ce que j'ai lu et ce que les scientifiques m'ont dit, c'est un PFAS avec une très courte chaîne carbonée. C'est-à-dire qu'il y a 2 atomes carbone dans ce PFAS, et puis après des atomes de fluor, comme dans tous les PFAS. Donc ce que dit la science aujourd'hui, c'est qu'au-dessous de 3 ou 4 atomes carbone dans la chaîne carbonée, en fait, ces molécules ne se fixent pas dans le corps humain, donc ne semblent pas, je mets beaucoup de, présenter un danger pour la santé. D'accord? Ça, c'est la science. Donc personne ne sait. Certes, il y a des pays, dont l'Allemagne, qui a quand même décidé, par précaution, de limiter tout ça. D'accord? La France, comme les autres pays, pour l'instant, ne compte pas le TFA dans les produits potentiellement dangereux pour la santé. Après, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Je parle, moi, de faits scientifiques. Et une fois de plus, je suis le porte-parole de personne. Et donc, voilà. Donc, ces TFA qui sont fabriqués à Saint-Lindre, voilà. Et donc, on a trouvé dans les pompages au sud d'Alès, effectivement, sur les communes de Ners, de Vézénobres, de Brignon, voilà, des TFA en présence dans les
dans les eaux de boisson dans des proportions assez importantes, mais qui restent de l'ordre de la centaine de nanogrammes. Donc on reste quand même dans des petites... voilà. Mais c'est tout à fait réglementaire et pas illégal. Mais moi, ce qui m'importe en tant que président de l'agglomération et distributeur d'eau, c'est quid pour la santé. Donc j'ai demandé quand même des études complémentaires. J'ai demandé à l'usine Solvay de Salins, qui a été très réceptive d'ailleurs, je le dis, de mettre en place des systèmes pour essayer de rabattre, comme on dit, le rejet de ces fameux TFA à la sortie. Donc ils investissent 30 millions d'euros pour mettre en place ce qu'on appelle l'osmose inversée, c'est-à-dire c'est des grandes membranes qui font en sorte de capter tout ce qui part dans l'eau. Donc on va éviter à très court terme ce rejet dans l'eau, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on ne sait pas ce que font les TFA. Et puis les TFA, on en trouve partout, bien plus qu'à Salindre. Et ça, c'est le résultat des enquêtes qui ont été faites. Pourquoi? Parce que le TFA, en fait, c'est la vie ultime des PFAS. Parce qu'en fait, le PFAS, que certains appellent polluant éternel, en tout cas, petit à petit, il se dégrade et il se casse. Et il casse les chaînes carbonées et du coup, ils deviennent des TFA pour beaucoup d'entre eux. Donc, on en trouve partout. Et j'ai fait mesurer quand même, par acquis de conscience, j'ai pris des eaux, parmi les plus vendus en France, eau potable, pas pompée du tout dans le Gard, ni à Alès, ni à Salindre, ni à personne, et même si à Salindre, il n'y a aucun PFAS ni TFA dans l'eau d'ailleurs, parce que l'eau provient du Nord, et on a trouvé des TFA en présence assez importante dans certaines de ces eaux. Voilà, alors je vais pas le dire, je vais pas dire les noms ici aujourd'hui en direct parce que voilà, mais parce que je suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit et puis tant que cette eau est réglementaire, on n'a pas non plus à faire peur. Mais voilà, donc on en trouve partout. Donc oui, on boit sûrement des TFA en buvant de l'eau minérale aussi. L'eau minérale, d'ailleurs, j'en ai testé beaucoup sur les pesticides par exemple ou sur les voilà, il y a des eaux minérales avec des grandes concentrations. Donc l'eau potable reste quand même de l'eau de très grande qualité. Et moi, je vous conseille, et vous pouvez, boire de l'eau comme moi. Hein, je bois de l'eau du robinet, comme tout le monde. Et de toute façon, avec ce qu'on boit, même si on boit 1,5 litre par jour, vous imaginez le nombre d'années avant d'avoir des nanogrammes de PFAS fixés dans le corps. Ben oui, mais en fait, il y a plein d'autres choses dans l'eau aussi. Voilà, et le risque zéro, effectivement, pour la santé n'existant pas, aujourd'hui, on ne sait pas. Ce que j'ai demandé, par contre, et je vais terminer là-dessus, c'est au service de l'État une étude épidémiologique sur l'ensemble du secteur pour savoir si, effectivement, ces dernières années, il y avait des maladies particulières qu'on pouvait ou non attacher à ça. Il y avait une espérance de vie inférieure ici qu'ailleurs. Il y avait tout cela. Et j'ai demandé. Alors, c'est l'ANSES qui mène ça. Ça a l'air très compliqué d'obtenir ce genre d'études, puisqu'on fabrique des TFA à Salins. Ça me paraît la moindre des choses. En l'occurrence, aujourd'hui, les premières enquêtes montrent que l'espérance de vie est la même qu'ailleurs et qu'il n'y a pas de maladie particulière par rapport à ça. Quant au glioblastome, ce qui avait été sorti aujourd'hui, les études de l'ANSES, donc il y a les 12 ou 13 cas de glioblastome, c'est des cancers un peu rares du cerveau qui a eu lieu notamment dans le périmètre Rousson-Salins, donc au-dessus des zones de pompage, donc qui n'ont rien à voir déjà avec l'eau potable, puisque l'eau là-bas ne contient pas de TFA. Il est démontré par la science, si on ne sait pas encore la réalité, mais la science écrit qu'effectivement on ne peut pas lier ça notamment la gestion de l'eau et tout ça. Donc on reste vigilant, parce que moi la santé de nos concitoyens c'est ma priorité, hein, comme celle de nos enfants bien sûr, comme l'éducation. Mais voilà, je voulais vous dire, soyons vigilants, mais vivons aussi. Arrêtons tous les 2 secondes d'avoir peur de tout, d'écouter tous ces oiseaux de mauvaise augure qui nous expliquent que demain on va tous mourir. Voilà, soyons prudents. Vous pouvez compter sur les services de l'État, sur les services de l'agglomération pour vérifier. Et en tout cas, comptez sur moi pour être très vigilant sur les études scientifiques. Et je peux vous garantir une chose, si demain on démontre qu'il y a des dangers pour la santé, je serai le premier à prendre les mesures qui va. Mais encore une fois de plus, c'est pas de boire de l'eau en bouteille qui va régler le problème, puisqu'on trouve aussi des TFA dans l'eau en bouteille. Voilà, on en reparlera, mais voilà. Et puis c'est vrai que effectivement, ça pourrait prendre encore beaucoup de temps et on n'en a pas, mais c'est un sujet très compliqué. Je continue. Voilà. Alors, Simon par mail, puis-je faire du paddle dans le Gardon? Ah oui, du paddle, pas du paddle. Du paddle, pas du paddle. Quand je veux, plus largement, peut-on manger, jouer, faire ce qu'on veut dans le Gardon quand on veut. C'est un lieu tellement beau et paisible, vous avez raison. Merci de faire d'Alès l'espace du bien vivre. Comme vous le dites avec le maire, c'est tellement vrai. Simon P, un Alésien d'adoption qui ne repartira jamais. Merci mon cher Simon de ne pas repartir, c'est important. Alors, très rapidement aussi, il est 44, j'ai encore pas mal de choses à voir avec vous. Oui, bien sûr, vous pouvez faire du paddle. Alors comme ça, oui, sur le plan d'eau, alors pas quand il y a beaucoup de pluie, pas quand il y a beaucoup de courant, parce que là je vous conseille pas, encore que j'en vois qui en font sur la mer, donc quand ça bouge. Bien sûr, le Gardon est un lieu de vie,
est un lieu pour marcher, pour courir, pour manger. On a mis des tables en place sur le Gardon, je vous rappelle, pour pique-niquer, pour aller voir les moutons, qu'il faut protéger d'ailleurs, hein, je rappelle, faites attention à vos chiens quand vous en avez, qu'ils ne mangent pas nos moutons, parce que ça, c'est pas tout à fait sympathique. Là, le plan d'eau va être nettoyé, parce qu'avec toutes les pluies de cet été, d'ailleurs, qu'on ne me dise pas que... Alors, les nappes d'ailleurs, je fais une parenthèse, sachez que les nappes phréatiques sont regorges. Voilà, hein, qu'on ne nous raconte pas qu'on manque de l'eau. Cette année, avec toutes les pluies, tout s'est rempli et c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'eau, ça veut dire qu'on sait qu'on n'en manquera pas. Voilà, oula, j'ai eu un petit noir sur mon écran, c'est revenu. Voilà, donc du coup, oui, vous pouvez faire, mais vivez du Gardon, faites vivre le Gardon. Respectons la nature, respectons l'eau du Gardon. On peut s'y baigner l'été, hein, l'Esplage va ouvrir. Donc, je rappelle que l'eau est surveillée quotidiennement sur la qualité de la baignade. Vous pouvez vous baigner sans risque. L'eau, quand le drapeau est vert, c'est que l'eau est baignable au sens réglementaire et de la loi. Oui, cher Simon, faites du padel dans le Gardon. Eric sur Facebook, ah oui, il m'a envoyé une copie d'écran de tuer du bassin alésien, mais je ne peux pas vous le montrer. Comment circuler à pied route de Saint-Jean-du-Port avec des trottoirs trop étroits et dans un tel état? Alors, je vous montre la photo qu'il m'a envoyée, hein, parce que je n'ai rien à cacher. Hop, hop, hop. Oui, effectivement, vous avez raison. Je veux juste dire que vous voyez, de l'autre côté de la rue, le trottoir est un peu plus large. Là, les routes, là, il y a un mur de soutènement. Et puis là, vous voyez, effectivement, il y a beaucoup d'herbe sur les trottoirs. Sachez qu'avec les pluies et le soleil qu'il a fait ces derniers temps, nous avons des équipes qui tournent et qui vont tourner pendant des mois et des mois dans toute la ville d'Alès pour nettoyer. Voilà. Mais on ne peut pas être partout tous les jours. C'est vrai que c'est pas toujours très simple, mais voilà. Alors, je n'ai pas envie de vous dire de passer sur le trottoir, mais effectivement, là, c'est pas vraiment un endroit pour marcher. De l'autre côté, voilà. Après, je rappelle effectivement que il y a un mur de soutènement, il y a des maisons de l'autre côté, on ne va pas couper les maisons. C'est des routes très anciennes qui n'étaient pas au gabarit d'aujourd'hui. Les trottoirs sont aussi larges que possible. On a fait une réunion à Stalingrad, voilà, c'est demandé à juste titre par les habitants, mais voilà, à part mettre en sens unique ce que peu de monde veulent, ça sera compliqué. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, en tout cas sur l'entretien de ces trottoirs, c'est en cours. Soyons patients parce qu'il faut faire 400 km de rue à nettoyer. Et donc, voilà, on a des équipes, mais c'est pas très long. Pareil, là, je sais pas que c'est Philippe Benoît, serait-il possible pendant les travaux Grand Jean Moulin d'améliorer le petit espace situé entre la rue Picasso? Oui, effectivement, vous voyez, les gens passent sur les espaces verts et du coup, là où les gens passent, l'herbe ne repousse pas, comme disait l'autre. Bien sûr que quand les travaux, qui avancent bien, hein, qui sont des travaux Grand Jean Moulin, je vous engage à aller voir à pied, vous allez voir, c'est magnifique. Toute la première partie va être finie, effectivement, et bien sûr que ça sera retraité, cher Philippe, dès que les travaux seront finis. J'en profite pour dire qu'on commençait ce matin, alors je laisse un peu le bins, les travaux de création de tourne à gauche sur les quais. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir, quand on sera sur les quais, Jean Jaurès, Climarnock, de pouvoir rentrer en ville par les pénétrantes, avec la nouvelle pénétrante rue Cazot, par les pénétrantes existantes qui sont toutes à double sens, qui permettront à la fois de sortir de la Grande Rue Jean Moulin et d'entrer vers la Grande Rue Jean Moulin, vers le cœur de ville. Je sais, pendant un mois, ça va être un peu le bins, mais on a demandé à l'entreprise d'aller très très vite et ça va quand même singulièrement simplifier la circulation en ville en permettant justement aux gens de pouvoir sortir très facilement. Parce qu'avant, la rue Jean Moulin, notamment au niveau de la rue Cazot, c'était un mur. Hein. Vous arriviez, vous sortiez rue Jules Cazot, bah, vous aviez un mur, vous repartiez à droite, à gauche, c'était compliqué pour ressortir. Voilà, pour sortir, ça allait encore un peu, mais pour rentrer, c'était compliqué, sauf en venant du Pont-Vieux vers la Grand Combe. Mais de l'autre côté, maintenant, on pourra, quand on descendra, tourner à gauche. Voilà, ça a été très long pour obtenir les autorisations de la DIRMED que nous avons eues. Les travaux sont en même. Merci de votre patience. Je sais, les gens râlent souvent pour les travaux, mais c'est pour améliorer la qualité de la vie, hein, tout simplement, faciliter la vie, et c'est demandé par la population dans le cadre des enquêtes que nous faisons. Voilà. Du coup, j'ai mes papiers. Voilà. Alors, autre question. 48, oui, bah, je vais récupérer le retard. Ah oui, une question sur les. Alors, allez-y, allez à l'Est. Bonsoir, monsieur Rézien, vous aviez parlé lors de vos précédents directs des changements à l'OAC, qu'on soit empêché en National 2 ou qu'on descende en National 3. Que pouvez-vous nous dire ce soir, maintenant que la saison est terminée? Décidément, c'est vrai, je suis ravi que les supporters de l'OAC regardent Facebook Live. Alors, je l'ai dit, effectivement, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais que je crois qu'on a dû se croiser dans les tribunes pour le dernier match de l'OAC. Je vous ai dit ce que je pensais, effectivement. J'ai échangé avec le président Bilange. Je le redis, nous avons la chance d'avoir un président qui est très engagé, qui a mis beaucoup d'argent de sa part dans l'OAC. La bonne nouvelle du jour, c'est que la DNCG
nous qualifie déjà pour se maintenir en National 3. Malheureusement, nous sommes descendus et éventuellement, mais ça, c'est vraiment pas d'actualité pour l'instant, être récupéré en National 2 si plus de 2 équipes de National 2 ne sont pas autorisées à s'y maintenir, ce qu'on ne leur souhaite pas non plus, on ne souhaite pas de mal à nos adversaires, donc on a les deux possibilités, donc déjà il y a une bonne santé financière. Vous avez vu aussi comme moi dans la presse, hein, beaucoup de départs de joueurs, j'ai vu 11 départs de joueurs, donc je pense que l'équipe va être remaniée et il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu en ce moment et donc je vous tiendrai, enfin pas moi d'ailleurs, vous tiendrez au courant, mais le président Bilange et le staff vous tiendrez au courant. Sachez que j'ai dit ce que j'avais à dire, effectivement, et que ce soit la ville ou l'agglo, on maintiendra une aide conséquente, voilà, même en National 3, à la condition, effectivement, d'être un peu écouté. Sinon, voilà. Mais j'ai aucun problème avec le président Bilange, j'en parle très souvent avec lui, et sachez que c'est plutôt intéressant qu'il continue j'ai eu peur à un moment qu'il abandonne. C'est pas d'actualité en ce moment. Et vaut mieux pour le foot à l'Est, parce que sinon, je ne sais pas comment on va avancer. Alors, j'ai une question sur les commerces. Vous avez annoncé dans la presse il y a quelques jours une opération de revitalisation du commerce. Beaucoup de commerçants sont aujourd'hui dubitatifs et sont assez inquiets par rapport à l'avenir. Que comptez-vous faire pour poursuivre cette dynamisation? Je résume la question parce qu'elle est très longue, mais enfin c'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, je l'ai dit sur 17 Facebook Live, j'ai dû en parler 17 fois. Donc oui, je le dis haut et fort, quoi qu'en pensent certaines personnes, avec Max Roustan, depuis 30 ans, nous avons tout fait pour maintenir un commerce dynamique en cœur de ville parce que nous sommes persuadés, c'était le sens des États généraux de 2016, cœur de ville, cœur de territoire, qu'un commerce de proximité en cœur de ville, c'est excessivement important pour une ville. Nous faisons énormément de choses en soutien pour les commerces. Voilà. Il est vrai aussi, et bien sûr le marché, si on investit 14 millions d'euros pour refaire un marché, c'est qu'on croit au cœur de ville d'Alès et on croit au commerce. Donc ça, je ne veux pas entendre ce genre de choses parce que c'est totalement faux. Il est vrai également que la réalité, c'est que le commerce à Alès comme ailleurs est en grande souffrance. Je n'ai jamais dit le contraire. Ça, depuis l'après-Covid, nous ne connaissons plus la dynamique. Malgré une augmentation très conséquente de la fréquentation de cœur de ville, plus 23% hein, de fréquentation, qui est mesuré, qui est compté une personne, par un système qui s'appelle MyTraffic, mis en place par les commerçants, pas par moi, plus 23%, malheureusement les commerces. Ça veut dire plusieurs choses. On ne va pas faire l'analyse ce soir, mais je l'ai dit. Ça veut dire que soit les gens, effectivement, ont moins envie de consommer, soit ils ont moins les moyens de consommer, soit ils ne trouvent pas obligatoirement ce qu'ils veulent dans les commerces. D'accord? Voilà, c'est simple. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je crois qu'on a un très beau commerce de cœur de ville avec des très belles boutiques, des commerçants généralement très accueillants et des prix qui sont acceptables. Donc, je donne une vision très positive. Nous avons d'ailleurs, et je tiens à le dire parce que comme cette question, je savais qu'on me la poserait, eu l'ouverture de 5 nouveaux commerces et 5 à 6 déménagements de commerces en cœur de ville. Donc je ne veux pas entendre que toutes les boutiques ferment, c'est faux dans les faits. Mais nous avons des fermetures en nombre important parce que les commerçants souffrent et nous aurons d'autres fermetures. Nous avons des fermetures ici comme ailleurs de franchises, Camailleux et d'autres, parce qu'au niveau national, c'est bien que ça souffre. Voilà. Pour autant, je le dis et je le redis, que ça plaise ou non en l'occurrence, factuellement, quand on se compare, effectivement, le cœur de ville d'Alès résiste mieux, je dirais, que d'autres villes équivalentes. J'en veux pour preuve. Je suis intervenu jeudi dernier à Avignon dans le cadre des états généraux du cœur de ville en France. Il y avait plus de 700 personnes qui sont venues de toute la France à Avignon pour discuter de l'avenir des commerces du centre-ville. Et là, tout a été mis sur la table. Les problèmes de stationnement, de mobilité, les problèmes de commerce, les problèmes de fermeture, les problèmes d'ouverture. Et on s'est aperçu par les chiffres qu'effectivement, Alès résistait mieux. Alors, ce n'est pas toujours suffisant. Quand vous êtes commerçant et que vous souffrez vous-même, ce n'est pas des choses que vous voulez entendre dire. D'accord? Je l'entends. Mais c'est une réalité que je me dois de vous dire. Pour autant, je vous le dis, les yeux dans les yeux, à celles et ceux qui me regardent. La survie du cœur de ville, ce n'est pas Christophe Riving, Max Roustan, l'équipe municipale qui va la faire. C'est chacun d'entre nous dans nos comportements. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on regarde les chaînes de désinformation en continu, tous les jours qui nous expliquent qu'il n'y a plus rien qui va, on va tous mourir, c'est la fin de la guerre et tout ça, ça ne nous pousse pas à vouloir investir. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut reprendre un peu de joie de vivre.
Et la joie de vivre, c'est aussi se dire que bah, il faut aussi consommer parce que c'est bon pour le moral et c'est bon pour l'économie, donc c'est bon pour les emplois. Donc il faut que cet acte-là nous fassions tous. Euh, nous avons tous un peu moins envie ces derniers mois, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, de consommer. Et ben, je crois il faut se dire que dans cette ville, eh ben, écoutez, eh ben, la qualité de vie est quand même meilleure qu'ailleurs, je le dis, parce que c'est un constat que nous faisons et que les autres disent. Tout à l'heure, il y avait un internaute qui me disait que c'est la qualité de vie. D'ailleurs, ceux qui viennent à Alès, venant d'ailleurs, le disent souvent qu'il y a une très belle qualité de vie ici. Alors, c'est pas l'autosatisfaction, c'est pas du ouais, vous avez vu et tout, c'est super à Alès. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste un constat. Parce que de temps en temps, il faut savoir regarder. Comme dit le proverbe, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Effectivement qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà. Et le stationnement, je le redis, 4500 places de stationnement, des gratuités très importantes, sont une chance aujourd'hui. Et quand on se compare là aussi, on s'aperçoit qu'on reste la ville avec le stationnement en nombre le plus important par rapport au nombre d'habitants et le moins cher. C'est vrai qu'en ce moment, on a le... Ah, j'ai un petit bug sur mon écran, je ne sais pas si vous me voyez toujours. En tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, on a le parking de l'abbaye, je ne sais pas si vous m'entendez, donc je continue. Le parking de l'abbaye qui est en travaux, donc qui va rouvrir, là aussi, 400 places qui sont fermées. On a dessous de la mairie, voilà, qui est en travaux, mais il reste toutes les autres places. Et donc, moi, je vous engage là aussi, et arrêtons de dire tout le temps qu'on a des problèmes de stationnement. Si tous les matins, midi et soir, on explique que c'est difficile de venir au commerce parce qu'on ne peut pas se garer, c'est sûr qu'on ne va pas venir. Hein. Si on vous dit, bah, tu ne veux pas te garer dans l'Est, tu vas ailleurs. Moi, je vous dis qu'on peut se garer, c'est pas cher, c'est gratuit de l'autre côté du Gardon, il y a les navettes gratuites. Et donc, venez dans Alès, j'ai plus du tout rien à l'écran, venez dans Alès et vous pouvez vous garer. Alors, c'est vrai que quand il n'y a plus de place, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans la ville. Et c'est tant mieux. Et j'espère que ces mondes qui sont là aussi pour acheter des commerces. C'est pour ça qu'on va faire évoluer le tarif de stationnement pour garder les moins de 2 heures, c'est gratuit pour celles et ceux qui font l'acte d'acheter. Avec des tickets commerçants, effectivement, et pour faire de rotation, peut-être qu'on va mettre moins d'1 heure, c'est gratuit, comme avant le Covid, ça nous permettra tout simplement de libérer plus de places, puisqu'il paraît que c'est le problème. Je ne le crois pas, et d'ailleurs, il y a des enquêtes, et j'ai lu une enquête de l'ADEME, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec les acteurs du cœur de ville, pour montrer que ce n'est pas vraiment la première cause de non-achat. Il y a l'Internet, il y a le réemploi, il y a Vinted et tous ces sites-là qui vous permettent de réemployer. Il y a aussi qu'on nous explique que pour protéger l'environnement, il faut moins de vêtements et tout ça. On est dans une société qui est de baisse de la consommation. Alors, ça peut avoir des bons côtés, mais c'est vrai que pour les commerçants, ça n'a pas des bons côtés. Et moi, j'aime les commerçants du cœur de ville, je ne sais plus comment le dire. Je travaille tous les jours pour le commerce du centre-ville. On a réaménagé toutes les rues du centre-ville, c'est pas fini, la place de l'abbaye. Pour voilà. Donc, mobilisons-nous pour sauver le commerce. Ça sert à rien de se lamenter en disant le commerce, le centre-ville meurt. Non, non, mais pour pas qu'il meure, ben, écoutez, consommons. On l'a vu pour la feria. Je crois qu'on a eu le record de fréquentation, j'attends les chiffres exacts, de tous les temps. Le mercredi soir de la feria, la ville était bondée. Et les gens ont pu rentrer, venir se garer, venir faire la fête. Et les gens avaient besoin de faire la fête. Et ça a été un très bon moment aujourd'hui. Donc, vive la fête. Puisque, puisque je continue, puisqu'on arrive à la fin de l'heure, pour quand même, on va parler de l'OAC, et je me suis rappelé, alors c'est pas une question, mais qu'on avait aussi beaucoup de jeunes Alésiens qui brillent. Et donc, je voulais les citer quand même, à commencer par, dans le désordre, ne voyez pas d'ordre, Malik Frika, donc le fils de Jawad Frika, bien connu ici, alésien, qui a monté les marches à Cannes, un acteur qui a tourné avec, dans le film de Lelouch, de Gilles Lelouch, me semble-t-il, avec Exarchopoulos, avec des acteurs donc, qui ont monté les Cannes, donc on est très fiers de lui, à l'égal d'Alexandra et Audrey Lamy, de Lionel Astier, voilà, on a quand même des acteurs sur ce territoire, c'est un territoire d'acteurs et un territoire de stars ici. On a Lorenzo Serre en VTT, qui est soutenu par l'agglomération d'Alès et la ville d'Alès, donc qui est en tête de la Coupe du Monde de VTT de descente, c'est quand même assez extraordinaire. On a Roman Laroudi, je ne veux pas l'oublier, qui vient de gagner un titre de champion du monde il y a quelques temps. On a aussi Alexandre Cavaillé, le nageur, vous savez, qui va dans quelques jours essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y a une épreuve de qualification, on croise les doigts et on soutient Alexandre. Vas-y Alexandre, on serait fiers d'avoir un Alésien aux Jeux Olympiques. Et enfin samedi 1er, j'espère que Sofiane Ajouaim, aussi alésien, qui a déjà gagné de nombreux combats en boxe, va jouer un titre de champion du monde à Clavière.
là aussi, comme Roman l'a redit, parce qu'ici, on est une ville qui aime le sport de combat et la boxe, avec des grands champions, Bernard à l'époque, Kamel, et beaucoup, beaucoup de, j'en oublie, et puis si, et puis notre ami champion du monde, qui est par ailleurs policier dans le civil, qui est aussi champion du monde au parc des expositions d'Alès il y a 2 ans. C'est pas bien ce que je fais, j'oublie, c'est la fatigue, excusez-moi. Si son nom me revient, je vais vous le donner. Effectivement, c'est un territoire de champions, Alès, un territoire de stars, et nous en sommes très heureux. Voilà, bon, j'aurais pu vous parler aussi. Il y a Karine Pétrieux, je rajouterai le chemin des sports à vélo, c'est encore pire. Elle a sorti de la rue. René Rousseau est extrêmement dangereuse, il y aura des accidents. Oui, ben en prairie, chère Karine, effectivement, à un moment, soit il faut interdire les voitures, soit c'est parfois compliqué. Je rappelle qu'en prairie, vous allez sur le long du. Vous sortez du chemin des sports et le long du Gardon, vous avez une piste cyclable. Je sais que c'est pas très simple, mais les voitures, effectivement, avec les dodanes qu'on a créés à certains endroits, généralement, alors j'espère qu'il n'y aura pas d'accident, mais on ne va pas là aussi exproprier les gens pour écarter. C'est compliqué hein, tout ça, madame. Et sachez que si on pouvait, on ferait tout très bien, mais c'est compliqué. Sylvie de Marcy, bonsoir monsieur Christophe, le chemin des sports, encore, à Hyper U, a besoin de rafraîchissement. Oh non, pas encore. Ah non, Sylvie, non, non, j'en ai parlé à chaque fois. Oui, je sais, beaucoup m'en parlent. Ce chemin des sports et surtout à Hyper-U, la rocade est dans un état lamentable. Je peux vous garantir que les services sont mandatés pour refaire le goudron au niveau du rond-point, tout ça avait morflé lors de manifestations diverses et variées. Il faut beaucoup d'argent pour refaire tout ça. Voilà, donc Frédéric Rang, un peu d'aide pour l'ancienne dynamique sportive, ça vous dit? Ah bah oui, Frédéric, moi tout ce qu'il me dit dès que ça marche, Olympique, vous attendiez la fin de la saison pour faire des changements, qu'en est-il? J'ai déjà répondu. Bonsoir Monsieur Rivinck. Quelle est votre position concernant le non-respect des contrats d'objectifs et la saison catastrophique pour notre centenaire? Oui, j'en ai déjà parlé, mais je partage. Après, bon, je vous ai dit que je ferai tout mon possible pour faire changer les choses. Je crois que j'ai été quand même plus entendu que ça par le président. Il en parlera bientôt. J'aurais pu vous parler d'enseignement supérieur, cité éducative. J'ai reçu encore une fois le recteur de l'enseignement supérieur aujourd'hui pour mettre en place une cité éducative. C'est très important, je vous en parlerai au niveau de l'agglomération. Nous allons ouvrir en septembre un campus connecté. J'aurai l'occasion de vous en parler. C'est le premier campus universitaire que nous créons à Digitales avec l'État. Vous verrez, je vais vous en parler dans quelques jours. Ça va permettre à quelques-unes des personnes dans un premier temps, avant l'ouverture de l'université que je vous ai promis pour 2025 avec l'université de Nîmes, ici sur Alès, permettre à nos jeunes encore trop nombreux de poursuivre l'enseignement supérieur. Il y a plein de choses qui bougent et qui nous mobilisent tous les jours parce que travailler à l'avenir de nos enfants, c'est travailler à leur formation et vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Sur les travaux, j'ai vu une question. Sachez que pour l'instant, les travaux de marché de l'abbaye suivent leur cours. On est à jour. Des fois, on entend des choses un peu bizarres, mais on est à jour. Donc tout va bien pour l'instant, pourvu que ça dure, et notamment la réflexion du parking. Les études sont en cours, ça va être attaqué pour ouvrir au plus tôt ce parking parce que je sais qu'il y a des impacts avec ce parking qui est fermé malheureusement parce qu'il a été mal fait il y a 30 ans. Je n'étais même pas là, en fait, j'arrivais sur Alès, mais en tout cas, c'est pas pour botter en touche non plus, mais je veux dire, à un moment, c'est 32 ans de parking, eh bien oui, ça s'use comme toute chose. Et puis je termine, ouais, pour vous dire quand même aussi une bonne nouvelle. Les fumades ont ouvert. Alors c'est un dossier qui tient à cœur à Max Constant depuis 18 ans, il en parle souvent. Beaucoup de travail, beaucoup de projets, de contre-projets. Enfin, c'est ouvert, donc moi je vous engage à essayer d'aller aux fumades, c'est magnifique. Qu'on aille en cure ou en balnéo, c'est 25 millions d'euros d'investissement. C'est un très très beau projet. Plus de 4500 curistes sont déjà inscrits. C'est énorme et ça va dynamiser aussi économiquement ce territoire pour lequel la ville d'Alès, pour le coup, a investi aux côtés de la commune des Fumades. Voilà, donc vous voyez comme quoi aussi on fait beaucoup de choses. Et enfin, après de nombreuses années, et ça c'est la France, on arrive au bout, à ce qu'on voulait. Alors ça coûte un peu plus cher, mais voilà. Et l'aérodrome Filou, oh là là, j'ai pas le temps de vous en parler, mais je peux vous garantir que je suis dessus, je m'en occupe tranquillement, dans la bonne ambiance, pour essayer de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Je travaille avec tout le monde et vous savez ma position, comme celle de l'ensemble des élus moins un, mais effectivement l'ensemble des élus, et légitimement, hein, j'ai pas de souci, pour sauver l'aérodrome de Deauville qui a une importance, mais bien sûr, il faut aussi protéger les populations des nuisances, donc on travaille à tout ça, et j'espère qu'on trouvera une solution par le haut
pour servir tout le monde. Ouais, il y a encore plein de questions qui arrivent, c'est génial. Je ne sais pas combien vous étiez aujourd'hui en direct, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Merci de faire savoir aussi à toutes et tous qu'ils peuvent regarder ce live en différé aussi, tout ou partie. On va essayer aussi de mettre des séquences, parce qu'une heure c'est long aussi pour tout le monde, mais c'est vrai que vous voyez que 2 heures, j'aurai encore beaucoup de choses à dire pour répondre à vos questions. Vous pouvez le regarder, faites diffuser ce live. Effectivement, ça convient aussi à beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour venir me voir. Et j'essaie, comme vous l'avez vu ce soir, de répondre à toutes vos questions sans tabou et sans en oublier une seule. Ça me paraît la moindre des choses. C'est ça, la démocratie directe, c'est de répondre aux questions. Et tout ça, je le redis, n'empêche pas les rencontres particulières. Alors, le prochain Facebook Live, on arrivera à l'été, hein, le samedi, mardi 25 juin. Alors là, on me dit, parce que à 19h et à 18h, ce sera le troisième et dernier match des phases de groupe de l'équipe de France face à la Pologne de l'Euro 2024. Alors là, c'est pas de chance. Et moi qui adore le foot, vous l'avez compris, effectivement, pour autant, je me suis engagé à tenir tous mes Facebook Live, qui est un rendez-vous qui doit se perdurer. Donc, ce qu'on fera, si vous êtes d'accord, surtout que ce sera le troisième match, donc normalement on sera qualifié. Je vous livrerai le score en direct, ça me permettra de jeter un œil sur le match sur ma tablette à côté. Je mettrai le maillot de l'équipe de France et on dira allez la France. Et surtout, vive le sport, vive le football, vive Alès, vive Alès Agglomération, vive vous. Et puis dites-vous bien une chose, les amis, que globalement, on a quand même de la chance de vivre ce beau territoire. Si tout n'y est pas parfait, tout n'est pas pire qu'ailleurs, bien au contraire, cette qualité de vie, c'est pour ça que nous nous levons matin, midi et soir, enfin nous levons le matin, pardon, et nous travaillons matin, midi et soir à votre service, parce que nous aimons ça, nous vous aimons, et donc c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de travailler, même si c'est pas facile tous les jours, même si effectivement parfois on n'a pas envie de baisser les bras, mais c'est vrai que ça peut être un peu difficile. On y croit parce qu'on croit à ce territoire, on croit à son avenir et on croit en vous. J'espère que quelque part cela vous convient. Je vous souhaite une belle et bonne soirée, au mois prochain, et puis surtout quand vous voulez en ville pour des rencontres. Merci, ciao, bye bye, ciao.